Le futur. Vous l'imaginiez comme ça, vous, quand vous étiez plus petit ? Moi, j'imaginais des robots qui travailleraient pour nous et qui nous transporteraient dans des véhicules automatisés. Des machines à notre service pour nous nourrir et travailler à notre place. Pas devenir mes managers. Bonjour, vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast qui se penche sur l'impact des technologies numériques dans nos vies. Je m'appelle Éric Naon, je suis directeur adjoint de l'Institut pratique du journalisme de Paris-Dauphine, PSL. Ce mois-ci, nous abordons l'épineuse question du travail et de l'économie. La présence du numérique dans le travail n'est pas nouvelle. Depuis que les humains travaillent, on cherche à faire mieux, plus vite, pour s'en libérer, disent les uns, pour gagner plus, disent les autres. On a automatisé d'abord le geste, puis l'outil, puis le processus industriel. L'informatique personnelle s'est développée dans tous les bureaux avant l'arrivée d'Internet qui nous permet maintenant de nous connecter partout à notre bureau virtuel et encore plus vite. Et puis voilà. Nous sommes en 2022 et on se croirait parfois dans un nanar de science-fiction. Les grandes villes du monde sont parcourues par des livreurs à vélo managés par des algorithmes. On clique pour se déplacer sur une trottinette qui ne se trouve pas du tout par hasard sur notre chemin. Et s'il est tard, je trouverai un chauffeur et le prix de la course triplera au moment où j'en ai le plus besoin. Il est loin mon rêve de gosse, hein. Un bien de consommation sera construit pour partie en Asie avant d'être assemblé en Europe et vendu aux États-Unis ou l'inverse ou tout en même temps. La mondialisation, ce sont des bateaux, des canaux, des avions, des axes routiers, mais aussi des câbles sous-marins qui assurent la bonne connexion informatique du monde entier. Ubérisé a fait son entrée dans le dictionnaire, le Robert nous en explique le sens. Ça veut dire transformer un secteur d'activité avec un modèle économique innovant tirant parti du numérique. Gageons que notre invitée, la sociologue du travail Dominique Méda, aura des choses à préciser. Elle débattra avec Helmut Mood, économiste de la mondialisation, et nous verrons ensemble si l'on peut encore croire en un futur numérique meilleur. Ex Machina, l'ère des algorithmes, c'est parti. Comme promis, je suis en studio à l'Université Paris-Dauphine PSL avec Dominique Méda et Helmut Mood. Bonjour. 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 Alors, je vais essayer de vous présenter très brièvement. Dominique Méda, vous êtes professeur de sociologie, sociologue du travail à l'Université Paris-Dauphine PSL, et vous dirigez l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Je vais quand même mentionner votre dernier ouvrage, Les nouveaux travailleurs des applis, un ouvrage collectif au PUF. Vos travaux, vos réflexions portent sur la place du travail dans notre société. Évidemment, ces jours-ci, le numérique est un incontournable. Helmut Mood, vous êtes économiste de la mondialisation, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Vous collaborez à de nombreux ouvrages autour des phénomènes de délocalisation, relocalisation, compétitivité des territoires. Vous avez notamment rédigé des parties de l'ouvrage collectif La société qui vient, heures et malheurs de la mondialisation. Et puis, ce qui ne gâche rien, vous êtes depuis 2020 le président de l'Université Paris-Dauphine PSL. Ma première question servira à poser les bases de notre discussion. Quels sont selon vous les principaux effets de l'intelligence artificielle et des nouveaux outils numériques sur nos vies ? Alors moi, j'ai envie de répondre quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu hors sujet, mais qui n'est peut-être pas tant que ça. Il me semble, et qui est un petit peu provoquant, hein, il me semble que ces outils numériques font de nous des êtres hors sol. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins en contact avec le réel, avec nos collègues, avec la nature, avec le sol, du fait de la diffusion de ces outils. Comme s'ils constituaient un écran entre le vrai monde et nous. Ils nous donnent l'illusion de la présence parce qu'ils suppriment les distances, bien sûr. Mais ce faisant, il me semble qu'ils nous empêchent de prendre conscience de la vitesse à laquelle notre monde, notre sol, notre terre se dégrade. Voilà, c'est la première chose, vous voyez, à laquelle je pense quand je pense aux effets du numérique sur nos vies. Et puis après, je suppose qu'on va parler des effets sur le travail, les conditions de travail. Mais j'avais envie presque de planter ça en premier, parce que, bien sûr, le numérique, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. On peut en faire des choses tout à fait extraordinaires. Par exemple, les progrès médicaux, nous aider à faire des progrès médicaux, nous aider à communiquer. Mais je pense qu'ils sont aussi porteurs de risques et qu'on doit être tout à fait conscient de ces risques. Moob. Oui, je dirais des choses à peu près similaires que ce que Dominique vient de dire. Je dirais que, objectivement, l'intelligence artificielle, les technologies numériques, le digital, apportent un progrès économique, social, au sens où la participation éventuelle de la force de travail peut être plus importante, mais en même temps, il induit
ce développement des inégalités profondes. C'est-à-dire qu'au fond, si on s'en tient simplement à l'impact du numérique en soi, évidemment, on a le plus grand mal à ne pas en subir les conséquences négatives pour un certain nombre de personnes, un certain nombre de territoires, un certain nombre de pays, car il est porteur de trop de profondes inégalités. Et par ailleurs, si on ne l'accompagne pas de l'éthique, du droit, de la régulation, il est porteur évidemment de drames pour la démocratie. Je dirais que finalement, intelligence artificielle ou numérique sans régulation juridique, sociale et économique n'est que ruine de la démocratie, pour paraphraser une vieille maxime. Est-ce que le numérique conduit à une accélération de la mondialisation ou bien est-ce qu'il conduit à une accélération de la démondialisation? Moi, je m'y perds un petit peu en ce moment. Ah, là, vous abordez la question justement que je traite dans ce chapitre du livre La société qui vient, dirigé par Didier Fassin. Dans ce livre, cet article, d'abord, je mets en garde contre une vision caricaturale et velléitaire de la mondialisation et de la démondialisation. La mondialisation, c'est 5 composantes. C'est d'abord le commerce international, qui est un commerce de morceaux de biens, dû au fait que les firmes, les entreprises multinationales en particulier, mais pas seulement, découpent les produits en morceaux, les éclatent dans beaucoup de pays, les réassemblent ensuite, et puis les exportent ou les importent. Donc ça, c'est le commerce international qui est devenu très majoritairement, pour les 2 tiers à peu près, un commerce de biens intermédiaires, de biens qui va à la consommation intermédiaire des entreprises. La deuxième composante de la mondialisation, ce sont les investissements internationaux directs. C'est les entreprises qui vont chercher les marchés là où ils se trouvent plutôt que d'exporter. La troisième composante, c'est les capitaux à court terme, qui sont totalement dérégulés. C'est des placements financiers, tout ce qui est absolument mobile, sans aucune friction pour sa mobilité. La quatrième composante, c'est la connaissance, les brevets, et donc les idées, en quelque sorte, les connaissances, la recherche et développement. Et puis la cinquième, ce sont les migrations internationales. Donc pour pouvoir répondre à votre question, il faut, c'est ce que je fais dans ce papier, il faut mesurer la dynamique de chacune de ces composantes. Et on observe bien depuis 2010, avant même la crise de la Covid, un reflux de la mondialisation commerciale internationale. En d'autres termes, les entreprises qui, durant les années 90, fragmentaient leur chaîne de valeur dans le monde entier jusqu'à la Chine pour bénéficier des différences de coûts de main-d'œuvre par unité produite. Le bon indicateur, c'est le salaire divisé par la productivité, c'est pas juste les niveaux salariaux. Eh bien, ces entreprises ont eu déjà tendance, depuis 2010, à recomposer leur chaîne de valeur, leur production industrielle, sur des bases régionales ou nationales. Donc, de ce point de vue-là, on peut parler de démondialisation réelle, c'est-à-dire d'un recul de la dynamique de la mondialisation commerciale. Mais ce faisant, on oublie que ce qui se passe dans l'industrie n'est pas ce que l'on observe dans les services. Et c'est là où j'en viens à votre question. Au cœur même de l'industrie manufacturière, vous avez 40% des emplois qui sont des emplois de services, marketing, informatique, logistique, recherche-développement. 40% en moyenne dans les pays de l'OCDE, des emplois au cœur de l'industrie manufacturière sont des emplois de services. Plus les emplois de services qui sont en dehors de l'industrie, qui sont dans le secteur des services lui-même, c'est-à-dire la banque, l'assurance, etc. Tous ces services sont devenus extrêmement délocalisables. Donc le numérique provoque un phénomène paradoxal qui l'autorise une meilleure efficacité productive, donc de la robotisation, etc., pour recomposer, relocaliser la production manufacturière dans les pays industrialisés. Mais ce faisant, en même temps, il favorise une hypermondialisation numérique, lié au fait que depuis, en plus, la crise de la Covid et le confinement n'a fait qu'accélérer ce mouvement parce que le digital, les équipements favorisent l'offre de services à distance, la prestation de services à distance, ce qui est relativement nouveau dans l'histoire du capitalisme. Et ça, on peut le mesurer. Donc, d'un côté, la démondialisation réelle par le commerce, c'est une réalité, c'est une baisse de dynamique. Mais de l'autre côté, les services qui étaient relativement abrités de la délocalisation et de la mondialisation sont devenus hyper mondialisés. Donc, c'est ces deux mouvements qu'il faut analyser. Et les conséquences pour les économies, vous voyez bien que, en termes d'emploi, en termes d'inégalité salariale, etc., vont être extrêmement importantes à analyser.
Mais alors, quel est le risque en ce qui concerne l'emploi? Est-ce que l'IA, les technologies numériques vont nous mettre tous au chômage, Dominique? Alors on a lu tout et le contraire sur cette question. Ça a commencé en 2012 avec un ouvrage intitulé Race Against the Machine par 2 chercheurs du MIT, hein, qui commençaient à dire, «Faites attention, il y a une course qui est engagée et c'est la machine qui va gagner». Et puis il y a eu le fameux article de 2013 de Frey et Osborne qui, montrait à partir de calculs, économiques, hein, c'était un peu un travail en chambre, qui montrait que, aux États-Unis, 47% des emplois allaient être supprimés, dans les 10 ans à venir à cause de cette automatisation. Et cet article a fait un grand bruit, il a provoqué une grande inquiétude dans le monde entier. Il a d'ailleurs été dupliqué, c'est très amusant, hein, il a été repris par des tas de cabinets de consultants dans tous les pays qui trouvaient exactement le même résultat, autour de 42, 47, 50% des emplois qui allaient être supprimés. Et il a provoqué une très grande inquiétude dans le monde. Bon, ce travail de Frey Osborne a été beaucoup critiqué, précisément parce que c'était un travail en chambre et parce que c'était des personnes qui n'avaient pas été sur le terrain, notamment pour voir comment un changement de technologie s'implante ou pas et trouve des résistances ou pas des consommateurs, des travailleurs. Et donc après, on a eu toute une série d'autres travaux. En 2016, une étude de l'OCDE qui nous disait: «Ah mais non, c'est pas 47%, c'est plutôt 9% des emplois qui seront supprimés, mais en revanche, 50% des emplois qui seront profondément transformés». Et donc, dans tous les cas, on voit bien que il va y avoir un choc en effet sur l'emploi, peut-être pas donc en termes de suppression, mais en termes de reconversion finalement et de transformation des compétences. Donc moi je dirais qu'on n'en sait rien et que ça va évidemment dépendre notamment des politiques publiques qui sont menées, publiques et d'entreprises d'ailleurs, hein. Et puis j'ai envie d'ajouter aussi que, il y a certains chercheurs, je pense à Antonio Casilli par exemple, qui nous montrent que, mais non, c'est pas un grand remplacement des humains par les robots qu'on assiste, mais, il faut regarder ce qui se passe derrière, ce qui se passe dans les coulisses. Et il y a plein d'êtres humains qui font aujourd'hui de plus en plus de travail, mais invisible, dans les pays du Sud, du travail sous-rémunéré, et qui en quelque sorte, hein, pédalent derrière dans des fermes à clics pour produire, pour aider le machine learning. Oui, c'est ce qu'on a vu dans le premier épisode du podcast. On a évoqué aussi beaucoup ce concept d'ubérisation, mais vous allez plus loin en parlant de plateformisation et de travailleurs des applis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et puis après, je voudrais bien votre éclairage, Moob. Alors, plateformisation et tâcheronisation, qu'est-ce que ça veut dire? Plateformisation, parce qu'on a aujourd'hui des plateformes numériques qui mettent en relation des offreurs et des demandeurs de services par le biais d'applications numériques et qui, de ce fait, concurrencent radicalement des professions réglementées. On pense au taxi, par exemple, ou à ce genre de métier. Et donc, il y a de plus en plus de commandes de travail, de prestations de travail qui sont commandées par le biais d'applications numériques. Pourquoi maintenant tâcheronisation? Parce que on constate que le travail, les prestations de travail sont de plus en plus découpées pour être envoyées vers les internautes. C'est ce qui se passe du côté des micro-tâches, des plateformes de micro-tâches. C'est mes collègues Pauline Barraud de Lagerie et ses collègues qui, dans le petit bouquin que vous avez bien voulu citer, Les nouveaux travailleurs des applis, nous racontent ce qui se passe par exemple avec soit Amazon Mechanical Turk, soit Full Factory. Donc on prédécoupe le travail en petites tâches qu'on envoie vers les internautes et les internautes dans le monde entier s'emparent de ces petites tâches pour avoir une mini rémunération. En général, ils n'en vivent pas, hein, c'est du travail d'appoint, c'est des toutes petites rémunérations. Mais l'inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est qu'on ait de plus en plus que le travail soit de plus en plus découpé de cette manière, envoyé vers les plateformes. Et pourquoi on parle de tâcheronisation? C'est non seulement parce que maintenant on a le travail découpé en petites tâches, mais on revient à la proto-industrialisation du 19e siècle où il y avait le tâcheron. Le tâcheron, c'était celui qui avait pris la marchandise au marchand et qui la distribuait aux ouvriers et qui évidemment essayait, alors à la pièce, et qui les payait à la pièce où ils travaillaient à domicile, et il essayait évidemment de les payer du moins possible, hein, ce qu'on a appelé le sweating system, le système qui fait suer les ouvriers. Et on a l'impression qu'aujourd'hui on revient à cette tâcheronisation, à ce tâcheron. Le tâcheron, c'est la plateforme et qui fait transpirer tous les internautes ou toutes les personnes qui sont mises au travail par les applications. Alors, El Mood, du global au local, finalement, rien ne change, vraiment? Et il y a quelques années, enfin il y a de dizaines d'années, on avait fait un travail sur le bâtiment et les travaux publics. Donc secteur par excellence non délocalisable, par excellence.
puisque c'est le secteur, comme les transports, les services aux personnes, qui doit être à proximité donc, c'est des travailleurs qui se déplacent vers la production et non pas l'inverse, d'accord ? Et il se passait un phénomène de désalarisation qu'on avait appelé à l'époque, dans un papier, la désalarisation formelle de la main-d'œuvre. En d'autres termes, on avait assisté à un phénomène de sous-traitance en cascade, vraiment tout petit pour des différentes tâches, et on a vu apparaître le phénomène de retâcheronnage. Donc, en quelque sorte, à l'aval de la filière de la cascade de sous-traitance, on trouvait les tâcherons qui étaient, au lieu d'être salariés, étaient à leur compte et se mettaient en position d'être complètement... D'ailleurs, les inspecteurs du travail intervenaient souvent à ce niveau-là et pas au niveau des entreprises généralistes. Ce qu'on observe aujourd'hui, avec le numérique, c'est l'élargissement de la sous-traitance en cascade à l'échelle mondiale. En d'autres termes, c'est comme si on passait d'une logique de division du travail très très fine, technique, par tâche, au niveau le plus élémentaire à l'échelle locale, à une division de ces tâches à l'échelle mondiale. En fait, dans un modèle théorique rêvé sur les multinationales, d'un point de vue théorique, on dirait que les multinationales, d'une certaine manière, auraient la possibilité d'organiser un vivier mondial de tâcherons, capables de répondre chacun à une tâche particulière et ensuite, avec des coûts de coordination très faibles dans le domaine des services, plus compliqué pour l'industrie, mais dans le domaine des services, bien de reconnecter, de recomposer toutes ces tâches fabriquées, faites dans des pays différents, à des espaces différents, dans un seul produit qui serait l'iPhone, le produit Amazon desservi auprès des consommateurs, etc. Donc on assisterait en effet à un phénomène d'hyper-mondialisation numérique, dans le secteur de l'immatériel essentiellement, moins dans le secteur sidérurgique, dans le secteur électronique, dans le secteur des biens industriels qui, eux, connaissent paradoxalement un recentrage sur des bases locales ou régionales grâce à la robotisation des chaînes d'assemblage et de montage. On a vraiment ces deux mouvements qui s'entrecroisent et qu'il faut analyser en détail parce que la théorie économique elle-même s'est vue finalement privilégiée pendant des années et des années la théorie de la base, c'est-à-dire la théorie selon laquelle l'industrie, le matériel, engendrait des effets sur les services et que les services n'étaient que des connexes de l'industrie. Aujourd'hui, on est en train de changer cette causalité de sorte qu'un certain nombre de services de la connaissance, etc., prenez Amazon par exemple, sont en train d'engendrer des tâches industrielles, ce qui est complètement différent. Et ça, c'est très intéressant. Quand vous regardez par exemple Amazon, ils sont en train de faire non pas seulement de la distribution de services, mais de faire de la production manufacturière aux États-Unis de vêtements à partir de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement bien la demande au juste à temps, comme le rêvaient les entreprises japonaises, et avec un stock minimal, et de réorganiser une production manufacturière finalement à relative faible valeur ajoutée aux États-Unis, tandis que la valeur ajoutée se concentre dans l'immatériel, dans ce qui est justement cette capacité à faire jouer les sciences des données, la connaissance, l'intelligence artificielle, etc., à une échelle mondiale. Donc on a vraiment une sorte de ruse un peu de l'histoire industrielle, où l'industrie reviendrait sur ses bases, en quelque sorte locales, tandis que les services, qui étaient eux complètement protégés, sont en train de s'hyper-mondialiser. C'est la raison pour laquelle je mets en garde contre les analyses trop simplistes d'une démondialisation qui serait en train de se réaliser parce qu'il y aurait des barrières commerciales. Mais les barrières commerciales, elles touchent les marchandises, oui. Elles renforcent les coûts de transaction des marchandises, mais elles n'ont aucun impact sur les services qui ne sont pas régulés, ni aux échelons nationaux, ni aux échelons mondiaux. Alors sur ces services non régulés, donc effectués par des tâcherons, je reprends vos termes, comment on s'implique finalement? Vous mentionnez dans vos travaux que le risque, c'est la déliquescence des liens humains, hein, vous avez commencé par ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Moi, j'ai un scénario noir qui rejoint celui qui a été présenté par Moub, et qui part de la diffusion du télétravail. Pendant la crise sanitaire, on a eu une
évidemment une diffusion massive du télétravail, à laquelle les travailleurs se sont bien habitués et qui est quand même partiellement plébiscitée en ce moment, notamment parce que ça permet d'éviter la fatigue, les déplacements, etc. Certaines entreprises ont compris tout l'intérêt de ce télétravail. Je pense à PSA qui avait déclaré qu'elle n'utiliserait plus enfin, elle ne demanderait plus à ses travailleurs que de venir une journée ou une journée et demie par semaine dans les bureaux. Et là, on voit quand même ce que le risque qui se profile, hein, c'est que ces entreprises-là qui vont faire appel massivement au télétravail, elles vont évidemment vendre leurs bureaux, elles vont faire du flex office, donc les travailleurs vont se tourner sur les quelques bureaux qui resteront. Ils vont rester chez eux, donc le collectif de travail disparaîtra. Et puis peu à peu, le lien salarial pourrait tout à fait se relâcher et les entreprises qui auront parfaitement appris à envoyer le travail vers leurs salariés, elles pourraient très bien envoyer, elles s'apercevront qu'il est certainement plus intéressant pour un certain nombre de ces tâches de les envoyer vers des travailleurs nomades, placés n'importe où dans le monde. Et là, ça sera la fin du salariat, ça sera peut-être la fin aussi de l'entreprise en tant que collectif, et on n'aura que quelques personnes qui pourront tout simplement comme ça aller lancer des prestations de travail à travers le monde et les récupérer. Ça sera du travail commandé et on n'aura plus besoin de salariat. Et ça, c'est évidemment très grave parce que ça nous mène à une étape supplémentaire et ça rejoint tout à fait ce que disait Mouhoub, c'est-à-dire une étape supplémentaire dans la délocalisation des services. Et c'est évidemment extrêmement, extrêmement grave. Alors, comment on s'implique? Il y a tous ces travailleurs dont le travail est orienté, guidé par maintenant des algorithmes. Et donc, alors, on a le facteur qui doit suivre un chemin qui lui a été indiqué par son GPS. On a des chauffeurs Uber qui doivent suivre le chemin qu'on leur a dit. On a des coursiers Deliveroo qui doivent aussi suivre des consignes très, très précises. Comment on s'engage? Je ne suis pas sûre qu'on s'engage d'abord. C'est presque un rapport de mercenaire à ce moment-là, hein, avec quelqu'un qui n'est même plus votre employeur, puisque ces grandes plateformes, elles refusent d'être considérées comme des employeurs. Elles considèrent qu'elles travaillent avec des personnes, mais ces personnes ne sont pas sous leur responsabilité. Et je pense que quelque chose de très grave, c'est qu'il n'y a plus aucune autonomie dans le travail. Alors, dans les entrepôts Amazon, les gens sont guidés par voice speaking. Les coursiers à vélo sont guidés aussi de toutes les manières qui existent. Donc, voilà, il y a une perte. Déjà, en France, on sait qu'on n'est pas très autonome dans son travail. Mais là, il y a une énorme perte d'autonomie dans le travail qui est également très grave. Donc, perte du collectif, perte du lien salarial, perte de l'autonomie dans le travail, il ne reste plus grand-chose. C'est vrai, mais la contradiction, c'est que les employés s'organisent. On le voit chez Amazon, là, puisque on vient de reconnaître... Amazon a été obligé de reconnaître l'existence d'un syndicat. Enfin. Mais aussi parce que ça, c'est le paradoxe de la connexion. Il y a il y a un tâcheronnage et un isolement des individus face au travail. D'abord, ils sont désalarisés de manière formelle, tout en gardant la relation en fait réelle salariale. En réalité, on n'a fait que juste pour ne pas payer les coûts désalarisés. Ce que je te racontais tout à l'heure à propos du bâtiment, c'est exactement ce qui s'est passé. Les grandes entreprises généralistes sont désalarisées pour pouvoir décharger des coûts et les faire peser sur les tâcherons, en quelque sorte. Et puis en même temps, vous avez là une ouverture qu'on ne connaissait pas lorsque le tâcheronnage se faisait au niveau local. C'est que du même coup, vous connectez des gens entre eux grâce à ces phénomènes numériques à l'échelle mondiale. Et donc ça autorise aussi la création peut-être de nouvelles solidarités internationales et peut-être une nouvelle forme d'internationalisme qui conduirait, donc si on était dans un scénario plus optimiste, pour aller à l'encontre du scénario pessimiste de Dominique, qui conduirait vers une prise de conscience du salariat dispersé aujourd'hui, mais peut-être avec éventuellement des intérêts communs à l'échelle internationale. Cela dit, il faut bien reconnaître qu'il y a une partie des territoires qui sont exclus de cette division internationale du travail, qui sont marginalisés, que j'appelle moi la déconnexion forcée d'un certain nombre de pays du Sud, qui n'auraient pas accès à ces supports technologiques et qui doivent être extrêmement efficaces pour que ça fonctionne. D'accord ? Donc il y a une déconnexion forcée d'un certain nombre de pays en développement de ce processus de mondialisation. Donc la mondialisation, c'est pas la planétarisation des échanges et de la production, c'est au contraire une hyper-concentration à l'échelle mondiale. Et puis des personnes sont déconnectées de cela.
celles qui ne sont pas suffisamment formées ou celles qui sont dans des territoires qui ne sont pas, en France même, qui n'ont pas accès à la performance de ces outils. Donc vous avez à la fois des phénomènes de marginalisation, de déconnexion forcée de pays et de territoires et de personnes, et puis vous avez parmi le cœur de ceux qui vont pouvoir participer à cette nouvelle division numérique du travail à l'échelle internationale, vous allez pouvoir aussi avoir à la fois de la désalarisation, des phénomènes de tâcheronnage dont Dominique a parlé, mais aussi probablement des prises de conscience collectives qui pourraient conduire à de nouvelles formes de représentation et d'intérêt. Donc c'est pas si évident que ça que le modèle du travailleur isolé face à la plateforme soit un modèle viable, pour des raisons aussi d'efficacité économique, pas seulement d'efficacité sociale en quelque sorte, d'équité sociale, pardon, mais aussi d'efficacité économique. Parce que on voit bien, on l'a vu dans l'histoire, moi j'ai étudié ça depuis 30 ans, l'histoire des phénomènes de fragmentation des chaînes de valeur et des localisations. Il y a un moment où les coûts de transaction, les coûts de coordination deviennent supérieurs aux gains de la minimisation des coûts de production et des coûts salariaux. Donc il peut y avoir des retournements historiques par rapport à ça. Mais là où je pense qu'il peut se faire d'illusions, c'est que si on n'a pas des politiques publiques de régulation extrêmement volontaristes, le processus de fragmentation peut se poursuivre. Exactement. Ce que tu dis, les travailleurs ne sont pas isolés, mais dans les entrepôts Amazon, quand tu as ton casque Absolument. sur les oreilles et que tu es soumis à des cadences extrêmement fortes et qu'on t'interdit quand même en gros de parler aux autres, bah, le travailleur, il est isolé au sein même du collectif. Et c'est intéressant de savoir pourquoi il y a eu cette organisation syndicale au sein Oui, ça d'Amazon. c'est vraiment très, Comment très ça important. aboutit? Parce que finalement, on a connu ça aussi dans l'histoire. Si vous voulez, quand vous regardez les territoires périphériques, finalement, l'économie et la sociologie, et les questions sociales et économiques ont quelque chose qui sont assez relèvent de processus fondamentaux quand même. Si vous regardez bien les choses, que ce soit les territoires, les zones côtières chinoises, que ce soit les zones de pays d'Europe centrale et orientale qui ont servi de plateforme, de zone franche d'exportation, d'assemblage, pour utiliser une main-d'œuvre très très bon marché. Depuis la zone franche en Irlande en 62, la plupart des pays périphériques qui ont organisé des zones franches ont organisé paradoxalement aussi une hausse remarquable des coûts salariaux à terme et une sorte de rattrapage qui a fait une sorte de rééquilibrage. C'est pas D'ailleurs, durable. non mais tu as raison, Amazon a augmenté ses salaires récemment. Exactement, parce que du coup, vous avez une tension sur le marché du travail dans ces secteurs-là. Comme la mobilité du travail est quand même relativement limitée par rapport à la mobilité du capital, c'est une loi de l'histoire, eh bien, vous avez des moments de friction et de tension salariale extrêmement fortes qui peuvent inverser le processus en cours. Donc, je ne dis pas que ça se fera tout seul, mais c'est ce qu'on a connu, les pays d'Europe centrale et orientale, les zones côtières chinoises. Les coûts salariaux unitaires en Chine, maintenant, ont rattrapé ceux des États-Unis et des pays industriels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a de la relocalisation industrielle. Si vous voulez, je vous donne juste un chiffre pour que ce soit concret. En 2000, vous aviez à peu près 60% des exportations chinoises étaient constituées de produits assemblés en Chine, c'est-à-dire l'atelier du monde. C'était 60%. À la fin des années 2010, on est passé à moins de 30%. Donc ça a chuté de moitié. Donc, vous avez bien un phénomène ça n'est plus l'atelier du monde pour les produits matériels, industriels. Mais pour les produits immatériels, pour les aspects immatériels, les services, etc., il y a des marges d'extension qui sont absolument remarquables. Il y a des marges d'intensité et des marges d'extension. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder de près. Dans ce podcast, on a beaucoup parlé de la transparence des algorithmes comme une solution éthique, juridique à l'encadrement des intelligences artificielles, à condition que l'algorithme soit explicable à tout un chacun. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de rentrer dans ce qu'on appelle la boîte noire des algorithmes? Dominique Méda, je vous vois hocher vigoureusement du chef. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc vous avez parlé de management algorithmique. Les outils de l'intelligence artificielle sont utilisés aujourd'hui de plus en plus pour gérer la main-d'œuvre,
pour donner des consignes à la main-d'œuvre. Et évidemment, on recueille des données pour faire cela, on surveille, on contrôle les salariés. Et donc, il y a des aspects extrêmement dangereux pour la vie des salariés, tout simplement. Il y a de plus en plus d'articles en sociologie qui sont, et en organisation qui sont publiés sur le sujet, hein. Le problème, c'est qu'on va contrôler avec ces outils d'intelligence artificielle, on va contrôler les performances des salariés, on va regarder la vitesse à laquelle ils travaillent, on va regarder si ils sont pas en train de préparer avec leurs collègues peut-être des manifestations ou s'ils sont pas trop critiques. Bref, tout est surveillé et on utilise également ces instruments pour organiser le recrutement des salariés, pour les évaluer, pour les licencier. Donc, c'est tout à fait dangereux comme usage et ça doit absolument être réglementé. Or, ça ne l'est pas du tout aujourd'hui, pas suffisamment. Alors, ça sert non seulement à contrôler les salariés, mais aussi les managers, hein. Et d'ailleurs, le travail des managers eux-mêmes est mis en péril puisque on est en train tout simplement de les remplacer, puisqu'on fait leur travail, puisque c'est eux auparavant qui donnaient les consignes et qui surveillaient les salariés, et aujourd'hui le travail est fait par les algorithmes. Et ce sont bien en plus des personnes qui profilent ces algorithmes. C'est très important de permettre à chacun d'accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on parle de transparence des algorithmes. Par exemple, c'est un combat qui est mené actuellement par les livreurs à vélo ou les chauffeurs VTC, dont les syndicats ou les associations demandent à ce que on sache exactement comment sont configurés ces algorithmes. Il y a eu des propositions de loi au Sénat, notamment 2 propositions de loi qui ont été portées et qui ont été rejetées, hein, qui n'ont pas abouti, pour qu'on puisse ouvrir la boîte noire et que les personnes puissent y accéder. Il y a également un règlement de l'Union européenne qui est en cours de préparation, je crois. Non, ça prendra encore quelques petites années, mais ça devrait arriver. Et alors, non, ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on lit sur ces questions, c'est que ce règlement, il ne va pas assez loin, il n'est pas assez protecteur pour les travailleurs. Et il y a un article très intéressant que je recommande, hein, les notes de prospective de l'Institut syndical européen. Il y a toute une note qui est consacrée au management algorithmique et à la négociation collective, puisque la thèse des auteurs consiste à dire qu'il faut absolument que la négociation collective s'empare de cette question et qu'on peut essayer de régler un certain nombre de choses par les conventions collectives et la négociation collective, notamment pour mettre des règles, en effet, qui permettraient aux personnes de savoir comment sont construits ces algorithmes, voire de participer à la fabrique de l'algorithme eux-mêmes. Oui, je vais juste compléter ce que dit Dominique, et en prenant ma casquette de président de l'université, parce que il me semble que l'enjeu primordial, c'est sur la formation des jeunes en particulier. Pourquoi ? Parce que Dominique est parti de l'intelligence artificielle vers la régulation. Et moi, je partirais de la régulation vers l'intelligence artificielle. En d'autres termes, ce qui est complètement lié, on ne peut pas former aujourd'hui des jeunes qui sont extrêmement bons. À Dauphine, on a des gens excellents qui suivent le cursus de Matinfo, mathématiques informatiques, et d'intelligence artificielle, donc, parce qu'on a un grand programme de Dauphine qui s'appelle Dauphine numérique, d'intelligence artificielle. On ne peut pas les former uniquement à cela. Il faut les former aussi aux sciences sociales, au droit, à l'économie. Et c'est pour ça qu'à la rentrée prochaine, on ouvre une double licence d'intelligence artificielle et des sciences des organisations, pour qu'ils aient une double compétence. Il ne s'agit pas de diluer les compétences, mais il s'agit de donner, c'est notre mission, de former des jeunes qui soient des dirigeants de demain, qui soient éclairés, qui soient critiques, qui ne soient pas justement victimes de processus d'algorithmes qu'eux-mêmes peuvent imposer aux autres, d'ailleurs. Donc, finalement, c'est ça qui est très, très, très intéressant, c'est que quand je paraphrase cette maxime en disant finalement intelligence artificielle sans régulation n'est que ruine de la démocratie, mais c'est aussi ruine de l'économie, parce que c'est pas efficace à terme, hein, le fait de pouvoir avoir une vision très très normative des processus conduit aussi à des pertes d'efficacité. Nous, il nous apparaît comme urgent que la société dans son ensemble soit formée à l'intelligence artificielle, mais aussi à ses relations connexes, complémentaires avec les sciences de l'homme et de la société, sans quoi on va vers l'impasse, en effet. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Helmoub Moud, merci beaucoup Dominique Méda pour ces réflexions, ces éclairages, ces notes un peu sombres et aussi ces notes d'espoir qui nous donneront matière à penser jusqu'au prochain épisode d'Ex Machina la saison prochaine. Merci encore. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci.
C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast de Dauphine Numérique pour une approche réflexive sur l'IA et la place du numérique dans notre vie. C'est la fin de cette première saison du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'abord à tous les humains invités de cette émission pour nous avoir ouvert le capot de leurs algorithmes personnels. Ces réflexions ouvrent des portes et nous essaierons de continuer cette exploration très bientôt. Ex Machina a été conçu par le comité de pilotage de Dauphine Numérique qui est composé de chercheurs en IA, en management, en journalisme. Merci à Jamal Latif qui a donné l'impulsion du podcast. Merci aussi à Valérie Bouba pour le support et à Adélie Chevalier qui fait vivre Ex Machina sur les réseaux sociaux. Un merci appuyé à Solange Clétoguénez, cheville ouvrière de cette première saison. Merci pour avoir su faire démarrer la machine aussi vite. Enfin, merci à l'humain, toujours complice Aurélien Thom, le son, c'est lui, la musique originale, c'est lui, l'habillage sonore, le mixage, c'est encore lui. Cette première saison n'aurait pas sonné pareil sans toi, merci. En attendant de nous retrouver, pensez à connecter avec Dauphine via nos réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple et Google et surtout à mettre plein d'étoiles ou des cœurs. Ça donnera à manger à l'algorithme de recommandation qui rendra Ex Machina plus visible. Sinon, pensez à connecter avec des humains tant qu'ils servent encore à quelque chose et à très vite.